primeira questão é essa, que concepção do humano é colocada pelas neurociências? Les neurosciences n'ont pas de conception philosophique de l'homme. Les neurosciences, au sens des sciences, des maladies neurologiques et du cerveau et de l'évolution de l'imagerie cérébrale, sont des sciences neutres. Ce sont des sciences. C'est la science. Et elles n'ont pas en soi de conception de l'homme. Il peut y avoir des neuroscientifiques, c'est-à-dire des neurologues, des spécialistes de l'imagerie cérébrale, qui peuvent avoir d'un autre côté de leur pratique scientifique une idée de l'homme très différente. Il peut y avoir des chrétiens, il peut y avoir des matérialistes, il peut y avoir des humanistes, mais les neurosciences en tant que telles ne développent pas une conception particulière de l'homme, comme les sciences en général. Elles sont en progrès, en pleine expansion, et c'est une très bonne chose. En revanche, ce qui est critiquable, c'est quand précisément les partisans ou les praticiens des neurosciences développent une idéologie selon laquelle l'être humain serait réductible à son fonctionnement cérébral. Et là, en effet, c'est une conception réductionniste, réductrice de l'homme, qui le réduit à la somme de ses neurones ou à son fonctionnement cérébral, et là, il faut le critiquer. C'est une idéologie de la science. Mais la science en elle-même n'a pas d'idéologie. Mas essas concepções ideológicas, por que elas têm tanto sucesso, vamos dizer assim? O que é esse prestígio, esse avanço dessa concepção ideológica nous dit também a respeito da société contemporaine? Mais il y a un succès considérable parce qu'il y a des progrès et que, en effet, grâce à la science du cerveau, à l'étude des maladies neurologiques, on peut faire beaucoup de progrès en médecine pour soigner les maladies, pour mieux connaître le fonctionnement cérébral. Et donc, il est normal que ça ait du succès. Là où, en effet, c'est critiquable, c'est que quand on donne des réponses beaucoup trop simplistes à la question de l'humain. Et en effet, aujourd'hui, les crédits et le financement dans la science est beaucoup plus important que le financement pour les sciences humaines. On finance beaucoup plus facilement les sciences dures, les sciences de la nature, parce que les résultats sont tangibles et qu'on a bien sûr l'impression, à juste titre, que c'est essentiel pour la vie et la mort. Et on a tendance à négliger les sciences dites humaines, c'est-à-dire l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, l'histoire, dont on considère un petit peu trop dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde dominé par la science et on a l'impression que tout ce qui n'est pas la science, mais qui sont les sciences humaines, ne servent à rien. Que la philosophie, les sciences humaines, tout ça, ça sert à rien parce que c'est un petit peu des loisirs, une décoration. Alors c'est pour ça d'ailleurs que du coup, quand il y a un excès de succès de l'idéologie scientifique, les gens se tournent vers la religion et vers le fanatisme. C'est-à-dire quand on laisse tomber le domaine des sciences humaines qui s'occupent d'une rationalité qui n'est pas dans la même logique que celle des sciences dures, ou de la biologie, ou de la neurologie, ou de la médecine, on laisse tomber un petit peu les sciences du sujet. On laisse tomber le sujet. Et alors, le sujet, les humains, les êtres humains comme vous et moi, se réfugient du coup dans les croyances, les illusions, les sectes, les médecines parallèles, parce que trop d'idéologie scientiste nuit à la science elle-même. Et c'est ça un petit peu l'époque dans laquelle on vit. D'un côté les arts, la littérature, la religion, de l'autre côté la science pure. Eh bien ça ne va pas. C'est pas comme ça. L'être humain doit être appréhendé, compris à partir d'une multiplicité d'approches. Et les sciences humaines, la philosophie, c'est-à-dire tous les domaines de la rationalité humaine qui ne sont pas strictement scientifiques, sont un petit peu laissés en friche et c'est dommage. O psiquismo, onde ele fica nesse contexto? A psique,
Onde ela la está? psyché. Onde ela está? Dans ce contexte. Mais Você justement, acha que tem uma oposição? non mais Attends. la psyché, c'est-à-dire le psychisme, tout ce qui traite de ce qui n'est pas la matérialité du cerveau, de l'organisme, précisément, c'est quelque chose qui est complexe et qui ne peut pas être étudié, qui échappe aux données des sciences de la nature. Alors on croit, il y a même des scientifiques qui croient qu'ils vont voir le fonctionnement psychique dans les neurones. Ce qu'on voit dans le fonctionnement du cerveau, on voit des émotions, on voit des changements, des plasticités cérébrales, mais on ne peut pas voir plus que ça. On ne peut pas voir la recherche du temps perdu de Proust. On ne peut pas déterminer l'intelligence, les capacités créatives de l'homme. On peut pas. Il y a tout un domaine qui échappe. Et le psychisme, en effet, c'est quelque chose d'un ordre particulier que la psychanalyse, mais pas seulement la psychanalyse, d'autres approches étudient. La psychanalyse, évidemment, plus particulièrement parce qu'elle étudie de manière interprétative le fonctionnement de nos comportements psychiques. Pourquoi nous sommes tristes, pourquoi nous sommes mal, pourquoi on a des désirs de mort contre autrui, comment on est structuré inconsciemment et sans le savoir. Tout ça ne relève pas des sciences dures, tout ça relève des sciences de l'interprétation, dont fait partie la psychanalyse, au même titre d'ailleurs que d'autres sciences humaines. C'est ça le psychisme. Há uma tentativa, pelo menos aqui no Brasil, Tentative, au moins au Brésil, de, vamos dizer, desqualificar a psicanálise. Quer dizer, a psicanálise fica posta junto com o misticismo, a religião, a magia, não sei o quê. Mais c'est pas seulement au Brésil, c'est dans le monde entier. Pois é, então. C'est le monde entier. Mas existe essa oposição? Essa é a minha pergunta. Non, c'est pas le Brésil. mais il y a cette opposition entre les neurosciences. Ela existe? Você acha que À mon na avis- neurociência não cabe nesse conhecimento a Non, respeito? cette opposition est fabriquée. Pois Moi, je fais partie des gens qui sont historiens des sciences. Donc les sciences, elles existent. Donc on fabrique une opposition de nature idéologique. Autrement dit, le cerveau, c'est une chose, l'étude du cerveau, l'étude des maladies neurologiques et du fonctionnement cérébral, c'est une chose, l'étude du psychisme en est une autre. Alors, évidemment, à chaque époque, il y a toujours eu des batailles très fortes entre les tenants de la réduction organiciste et les tenants du psychisme. On est aujourd'hui dans une époque où, comme les progrès de la science sont considérables, il y a une idéologie scientifique qui s'est développée à partir des neurosciences, mais j'ai remarqué que ce ne sont pas les scientifiques eux-mêmes qui la développent. C'est plutôt dans le domaine de la psychiatrie et du fait qu'on a changé complètement l'approche des maladies mentales depuis environ 30 ans. 30 ans, hein, c'est pas nouveau. Au lieu de faire des classifications pour comprendre les névroses, les psychoses, la folie, les états d'âme, au lieu de comprendre l'humain de façon complexe, on a réduit, supprimé cette psychiatrie classique au profit d'une nomenclature des comportements. Alors les comportements, il peut y en avoir 10 000. Voilà. On peut avoir 10 000 comportements différents. Mais si on classe le sujet humain en fonction d'un ou deux comportements, on ne comprendra pas sa totalité. Or, toute approche psychique doit comprendre l'humain dans sa totalité. Et c'est contraire à l'évolution des sciences d'aujourd'hui. Si on fait aujourd'hui des classifications comportementales, comme le fait la psychiatrie, c'est une catastrophe, parce qu'on ne comprend qu'une partie du sujet et pas sa totalité. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc ces classifications de la psychiatrie calquées sur la neurologie ne classent rien du tout, a tendance à faire de tout comportement normal une pathologie. Par exemple, si vous êtes triste après le décès d'une personne aimée, alors vous risquez d'être classé parmi les gens dépressifs. Or, il est normal d'être triste. Ou même c'est normal d'avoir des moments dans la vie où on est un peu dépressif.
C'est très différent de la vraie dépression sévère de quelqu'un qui est toujours triste. Et encore, ça n'est pas forcément d'ordre cérébral ou d'ordre neuronal ou d'ordre chimique. Donc, on pense avoir une réponse par les médicaments, alors ça c'est autre chose, à tous les comportements humains. Or, les médicaments psychotropes, les médicaments du psychique sont très efficaces pour beaucoup de choses. Ils sont nécessaires pour le traitement de la folie, de la schizophrénie, des maladies mentales. Ils sont nécessaires dans la vie pour des périodes difficiles de la vie. Ils sont nécessaires aussi quand il y a des troubles particuliers du sommeil. Bon. Mais ils ne guérissent pas. Ils ne permettent pas de comprendre l'ensemble du sujet. Donc, si on croit que tout peut être guéri par le médicament, c'est-à-dire par l'influence directe sur le fonctionnement chimique de l'organisme, on va dans l'erreur. Il faut les deux. Il faut, et pour énormément d'ailleurs de comportements normaux qui sont la névrose, l'état de norme, comme vous et moi, on n'a pas besoin de médicaments. On peut avoir des moments difficiles dans la vie, des ruptures, des accidents du travail. Ça relève de la psychologie, de la psychanalyse, ça ne relève pas du médicament. Donc on est aujourd'hui dans une sorte d'époque de médicalisation beaucoup trop forte de tous nos comportements. La médecine a fait un progrès extraordinaire, mais on ne peut pas médicaliser tout. Par exemple, aujourd'hui, l'hygiénisme, la prévention des grandes maladies, c'est quelque chose de formidable. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas intégrer complètement dans la médecine et dans l'hygiénisme. Ce sont précisément les attitudes psychiques, la sexualité. On ne peut pas faire des normes. Il y a des domaines où il n'y a pas de normes. Même le domaine alimentaire, c'est assez compliqué. Où est la norme entre une obésité épouvantable, une maigreur épouvantable? Il n'y a pas une norme. Il y a des hiérarchies de normes. Or, les réponses aujourd'hui par les médicaments, par la chimie, par le traitement purement neurologique, demandent des réponses entre une norme et une pathologie assez claires. En médecine, il y a une norme, une pathologie, il y a les états intermédiaires déjà, mais alors dans le domaine du comportement psychique, il y a beaucoup d'états intermédiaires. Voilà. Et on ne peut pas tout classer, tout hygiéniser, tout cataloguer au nom d'une idéologie non politique. Par exemple, qu'est-ce que l'homosexualité? Bon, c'est pas dans les neurones, c'est pas dans les gènes, c'est pas génétique. C'est quoi? Voilà. Donc, on est obligé de se demander, est-ce une norme, est-ce une pathologie? Pendant des siècles, on a considéré que c'était une pathologie. Aujourd'hui, c'est une norme. Et donc, on ne peut pas cataloguer, par exemple, les homosexuels comme des malades. L'homosexualité n'est pas une maladie, c'est une sexualité particulière qui n'a pas à entrer dans le cadre des traitements psychiatriques. La névrose ordinaire, c'est parfaitement normal. Donc, si vous voulez, il faut faire attention dans ces domaines-là à ne pas faire des pathologies de choses qui sont des normes. Et en même temps, la norme et la pathologie, ça existe. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les nouvelles classifications psychiatriques qui sont redoutables et qui ont en fait une visée sécuritaire. Elles visent à réduire par exemple, chez les enfants, quand ils sont insupportables, rebelles, contestataires à l'école, on va leur donner des médicaments. Et ça n'est pas bien, ça n'est pas la solution. On vise à rendre pathologiques des comportements absolument ordinaires qui peuvent être de violence, de contestation, de rébellion, et on a peur de ce qui n'est pas dans la norme qu'on a soi-même fixée. Donc là, ça ne va pas, on tend à pathologiser des comportements, parce que le monde entier fonctionne avec des ordinateurs et Internet. Bien. Si on veut faire entrer dans la psychiatrie, comme on essaye de le faire aujourd'hui, ce qu'on appelle l'addiction à Internet, alors vous faites rentrer tout le monde.
Tout le monde devient malade. Bon. Pour déterminer, parce que tout le monde fait Internet toute la journée. Alors, à quel moment c'est une pathologie? C'est une pathologie, en effet, dans certains cas, si une personne ne peut pas s'en passer. Mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. C'est compliqué. Hein. C'est pas comme une drogue ordinaire, c'est pas comme la consommation d'héroïne, c'est la vie. Hein. Bon. On veut faire entrer aussi dans des pathologies toutes les passions sexuelles. Bien. Alors, ça devient une pathologie, le sexe, si c'est criminel, si c'est contraire à la loi, si on viole, si on bat, si on tue. Bon. Mais la sexualité, les passions, l'amour dévorant, les passions ordinaires, c'est très difficile, on ne peut pas normer. Il faut donc laisser une très grande liberté individuelle et les choses ne sont pas claires, ne sont pas aussi claires que ça. Or, toutes les tendances d'aujourd'hui, c'est d'essayer de réguler, normaliser tous les comportements humains pour avoir un type de comportement à l'échelle de la planète. Bon, ce qui est évidemment un espèce de fascisme hygiéniste. Mais ça ne marche pas parce que l'être humain résiste à ça. Je peux donner encore un autre exemple. Les grands progrès de la médicalisation des grossesses pour les femmes. C'est formidable, ça a réduit la mortalité infantile complètement. Mais l'excès aujourd'hui, qui consiste à mettre, disons, à considérer que dès le premier moment où une femme est enceinte, elle ne peut plus manger ceci, boire un verre de vin, ne plus bouger, on a peur que l'embryon soit anormal. Bon, les excès de médicalisation de tous les comportements. Voilà ce que risquent de produire les idéologies scientistes. Donc, la science, oui. Les idéologies nées de la science et la réduction, en tout cas, dans le domaine des classifications psychiatriques, sont très dangereuses. Et la psychiatrie, aujourd'hui, elle est dans une très mauvaise pente, parce qu'elle est dominée précisément par les produits chimiques, par les classifications comportementales, beaucoup trop. Ela se tornou, parece, uma parte disso, né? Ela deixou de ter a sua individualidade como conhecimento. Sua particularidade, Como que ela se rendeu. Mas eu queria perguntar uma outra coisa. Por exemplo, há doenças neurológicas, como a epilepsia. Eu estou pensando na epilepsia. L'épilepsie, par exemple. Ah, c'est une maladie neurologique. Então, eu sei. Então, e a respeito da qual, quer dizer, há um preconceito da sociedade, há uma ideia de que... La société refuse. Il y a une idée de que... Por exemplo, acha que a pessoa não pode trabalhar, ou que a pessoa não é normal, ou que a pessoa... Pas normal, ne peut pas travailler. Oui, mais l'épilepsie c'est une maladie connue. Pois é, c'est une maladie. Mas essa compreensão, vamos dizer assim, a minha pergunta é, será que o preconceito em relação, ou essa visão das pessoas em geral, a respeito deste tipo de doença, que também é o esquizofrênico, muda. A maladie mentale change a partir do medicamento? Isso, exatamente. A partir dessa medicalização change les rapports de la société par rapport aux malades. Oui, vous avez raison. Même dans le domaine, excluons l'épilepsie. Ça n'est pas une maladie mentale. C'est une maladie neurologique. Neurologique. En tout cas, elle ne fait pas partie. Mais prenons en effet les maladies mentales, c'est-à-dire la folie, la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, les grandes psychoses, dont on n'a pas encore trouvé, de causalité organique génétique. Peut-être qu'il y a des terrains, mais même l'étude de la génétique est très compliquée parce que même si on trouve des terrains génétiques, vous savez qu'il y a une plasticité des gènes et qu'on n'aura jamais une causalité. Alors, vous avez raison de dire que les médicaments ont changé complètement le visage des maladies mentales. Schizophrénie, psychose maniaco-dépressive. Pourquoi ? Parce qu'avant, on avait l'enfermement dans des asiles. Aujourd'hui, les médicaments très efficaces
ont un effet de calme. Mais en même temps, on voit bien que du coup, ils ne guérissent pas, mais ils maintiennent le sujet dans un enfermement camisole chimique, on appelle, et en effet, ils sont très différents. Il n'y a plus ces agitations, il n'y a plus... Mais en même temps, on voit bien qu'on n'est pas venu à bout. On réintègre le plus possible les schizophrènes, les malades mentaux dans la société, mais dès qu'il y a une violence, un crime, un meurtre, un assassinat, alors on crie à l'insécurité. C'est un problème, parce qu'on sait bien qu'on ne pourra jamais venir à bout complètement de ça. Cela dit, il y a une tolérance plus grande de nos jours, notamment dans les pays démocratiques. Il y a deux mouvements, et une intolérance et une tolérance. C'est-à-dire, nous vivons, en tout cas en Europe, mais je crois que c'est assez mondial, dès qu'il y a la démocratie, on considère quand même, on est plus tolérant avec les sujets. Quand on vit dans des sociétés démocratiques, régies par le droit, on est beaucoup plus tolérant que dans les régimes théocratiques, où il y a l'axe du bien et du mal, et là, c'est la barbarie, ou dans les systèmes totalitaires, où sont exclus de la société telle catégorie. Donc, dans les pays démocratiques avec le droit, on est beaucoup plus tolérant. Avec tous les exclus. Et en même temps, la société elle-même est moins tolérante. C'est-à-dire, plus on avance du côté du droit individuel, sur ce plan, je suis libéral, plus on avance dans le droit, plus la société a tendance à vouloir réprimer, parce qu'elle a l'impression souvent que le droit est une manière de tolérer des comportements qu'on ne tolère pas. Et s'il y a la misère, la pauvreté, la recrudescence des vols, de l'agitation sociale, alors évidemment on devient plus répressif. Et les États modernes sont pris entre les deux choses. Et l'avancée des droits, de plus en plus grand, les droits des anormaux, les droits des fous, des malades, cette avancée-là, et d'un autre côté, une tendance de plus en plus répressive. Et nous avons vécu ça en France. On a aujourd'hui un gouvernement extrêmement répressif qui vise, qui entrave les libertés individuelles, en tout cas pour les étrangers, les exclus, les fous et les criminels. On est en pleine régression sur ce plan. Mais en même temps, on ne pourra pas aller trop loin. Parce qu'il y a un équilibre européen qui fait qu'il y a des systèmes répressifs qu'on ne peut pas, on ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, on ne peut pas en Europe rétablir la peine de mort. C'est impossible. On ne peut pas en Europe rétablir le bagne. On ne peut pas rétablir l'exploitation des enfants. On ne peut pas rétablir l'esclavage. C'est impossible. Donc là, on a fait des avancées. Mais c'est sûr en même temps que l'idéologie sécuritaire, appuyée, si elle est appuyée dangereusement sur la science, alors évidemment, ça devient redoutable. Et c'est ça où il faut faire attention. C'est le détournement des sciences au profit d'une politique répressive. Mais là aussi, les scientifiques eux-mêmes réagissent. Même les partisans des neurosciences ne sont pas d'accord pour qu'on utilise les sciences à des fins répressives. C'est compliqué aussi. Hein. Tá bom, como última questão, a senhora é uma historiadora. A história mostra que as coisas vão, vêm, voltam, travestidas de... vêm, aparecem de outro jeito. O que você diria que é, neste assunto da medicalização e deste uso da ciência e da neurociência, o que você acha que vai ser o futuro? Isto vai ser o dominante? O que você acha? Ça, vous savez, l'avenir, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais prédire. Claro. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les grands débats planétaires tournent autour, en général. La question, c'est le libéralisme économique, les sciences. C'est les deux grandes questions. Quelle va être la place de l'être humain, du sujet humain, de la culture, des arts, de la philosophie, dans un monde gouverné presque exclusivement par des intérêts économiques et par des réponses
scientiste à des questions vitales. Ça, je n'ai pas de réponse, mais une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais vu l'humanité aller définitivement vers sa propre destruction. Autrement dit, je pense qu'il y aura toujours des résistances à la destruction dont l'homme est capable. Si vous prenez aujourd'hui le débat sur le climat, l'écologie, les effets de serre, vous voyez des forces en présence contradictoires. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on peut jamais, aucune science ne pourra devenir une religion, je dirais, qui puisse servir la destruction humaine. Ça a été le cas dans le nazisme. Le nazisme, je dis bien le nazisme, mais pas le fascisme, a été le lien entre la science, devenue perverse, au service d'un État entièrement meurtrier. Alors aujourd'hui, on n'a pas ça. Mais on a des tentatives, on a des pays théocratiques, je pense à l'Iran avec le régime terrifiant, dictatorial, qui peut en effet manier le nucléaire. Mais d'un autre côté, vous avez vu aussi que même à l'intérieur de ces pays-là, l'aspiration démocratique est très forte, que les dictateurs peuvent être battus, que les peuples résistent. Et donc, ce que je vois de l'avenir, en effet, ce sont les grands débats. Je ne peux pas être pessimiste, mais je pense qu'en ce moment, on vit en effet une crise très particulière qui est liée à la fin du communisme, c'est-à-dire à la fin de l'espoir, ou plutôt l'échec des sociétés réelles, communistes réelles. Ça a été un échec. Ce système a été un échec, mais pas l'espoir. Donc je vois renaître au niveau de la planète des rébellions, une opposition au marché, on l'a vu avec la crise, une opposition au règne trop totalitaire de la science érigée en religion, on le voit avec les écologistes, et donc il y a quand même un espoir, mais moi je fais partie d'une famille où on a résisté au nazisme, où on a été toujours dans le combat et la rébellion, je suis plutôt de nature optimiste sur ce plan, mais en même temps lucide. Je pense que les forces de destruction existent. D'ailleurs, c'est pour ça que Freud, je vais lui rendre hommage, est un très grand penseur, parce qu'il a pensé cette question-là. Freud était un conservateur éclairé en politique, plutôt proche de la monarchie constitutionnelle anglaise que de la République au sens français, démocrate bien sûr, mais il a toujours dit que le progrès humain s'accompagnait aussi de son contraire. Voilà. Et donc, il y a les deux. Et la vie, c'est un combat entre les deux. Tá bom. Muito obrigado.